Bonjour les graphes, salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire le point ensemble en deux parties. Une première partie macro, analyse des grands indices, et la deuxième partie analyse action où j'en aurai pas mal à vous présenter. Puisque globalement, ce qui s'est passé cette semaine et puis déjà la semaine dernière, c'est qu'on a une rotation qui s'est mise en place. Alors certes, jusqu'à présent, on avait surtout, ce qui motivait les indices, c'était surtout les grosses capitalisations pour le Nasdaq, les GAFAM, et elles ont continué cette semaine. Mais on avait également eu pas mal de rattrapage sur un paquet de petites et moyennes caps. On a un effet retard un petit peu sur Euronext, et depuis une semaine, un peu plus, c'est en train petit à petit de partir là aussi. La grosse question, c'est est-ce que c'est durable? Ça va être la grosse question. Et d'un point de vue macro, si vous voulez, on est toujours dans cette phase de ballottement, mais de plus en plus, et le côté ralentissement économique gagne en pouvoir. Alors certes, on sait très bien que d'un point de vue inflation, on a applaudi des deux mains parce que l'inflation continue de baisser, mais on sait très bien que c'est essentiellement donc l'énergie, et que tout ce qui va être service, loyer, qui est un gros morceau également, ça va baisser. Ça finira par baisser, c'est clair et net, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc il suffit globalement que vous ayez un petit rebond de l'énergie cet été pour que tout le monde s'affole en disant l'inflation ne baisse pas, elle ne baisse plus, ça y est, 4, 4,5, en gros ça va être le socle, etc. Et on rejouera à se faire peur en se disant la Fed va devoir continuer de monter les taux. Ou, ce qui suffit de les faire monter, rappelez-vous, le marché attend que l'on baisse les taux d'ici la fin de l'année, c'est que, pour moi, la Fed ne baissera pas les taux d'ici la fin d'année, elle va les maintenir à ce niveau de 5%. Alors après, quand les monte de 0,25 ou pas en juin, on s'en fout, l'essentiel de la hausse est passé, de toute manière, on l'a bien senti de par les marchés depuis le début de l'année, on a bien joué cet effet pivot, donc en gros, quand le pivot va vraiment intervenir, le pivot n'est pas je baisse les taux, le pivot étant j'arrête de les monter et je les garde à ce niveau-là pendant X mois avant de les rebaisser éventuellement, pour supporter un éventuel ralentissement économique. Voilà, le marché peut très bien être en mode je vends la nouvelle, ou je stagne, je fais du zigzag en attendant la suite. Souvenez-vous également, c'est pas parce que la Fed va baisser les taux que nécessairement le marché montera. Le marché peut baisser au moment où la Fed décide de baisser les taux, parce qu'on partira du principe que c'est trop tard et que l'essentiel des hausses de taux a commencé à impacter l'économie et qu'on est dans un ralentissement économique qui est beaucoup plus fort. Et donc en gros, c'est le paquebot, hein, c'est toujours pareil, on a tourné le gouvernail à fond, on commence à peine à voir le paquebot un petit peu dériver. Et donc là, la grosse question, c'est avec quelle force on va dériver, et ensuite, est-ce que la Fed saura réagir à temps pour pagayer dans l'autre sens suffisamment tôt globalement pour pas qu'on se retrouve comme quand vous êtes sur votre petit bateau, que vous avez pagayé dans un sens un petit peu trop fort, et pour que rectifier le tir, vous êtes obligé de redoubler les efforts dans l'autre sens, et en règle générale, vous pagayez dans l'autre sens trop fort, et vous commencez à partir également dans l'autre sens. Et donc vous avez une espèce de sinusoïdale en attendant jusqu'à ce que vous réussissiez à équilibrer. Je parle évidemment des amateurs, les plus professionnels savent mieux faire. Mais en gros, c'est ça. C'est cette phase de ballottement-là, cette sinusoïdale-là, et on retrouve la même chose, hein. L'inflation, c'est quelque chose d'assez volatile. Et d'un point de vue croissance, bon, on voit, je veux dire, on est très résilient, mais il faut partir du principe également que le ralentissement arrive, et que la grosse question qui va nous occuper, une fois que le marché aura vendu la nouvelle, entre guillemets, de le pivot de la Fed, c'est déjà fait, de toute façon, ça sera cette question-là. La question qui va brûler toutes les lèvres, c'est à quel ralentissement économique, ok, mais à quel degré. Et comme il y a certainement encore 3% de hausse de taux de la Fed qui ne sont pas encore tombés sur l'économie, et qu'on est déjà ras la casquette, surtout sur les banques qui n'avaient pas géré leurs risques, les autres ont très bien, les autres globalement les plus grosses gèrent le risque, etc. Donc c'est ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, les banques font faillite, etc. Ok, mais on parle de banques régionales pour la majeure. Regardez leurs graphiques, et ce qui est très intéressant, on va regarder les graphiques de ces banques régionales qui étaient typées entre guillemets
crypto qui étaient typés investissement dans des boîtes tech, etc., plus spéculatives et compagnie, ben, elles ont un graphique qui est comme une valeur tech, globalement. Elles n'ont pas un graphique de valeur bancaire. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Et on le voit en Europe, tout de suite, finalement, les valeurs bancaires sont très résilientes, Crédit Agricole étant la plus forte d'entre elles. Donc d'un point de vue macro, on n'a rien qui change, hein. Rien n'a changé, on est pour moi dans cette phase de ballottement, et en gros, ben, on est obligé d'attendre qu'il y ait des nouvelles statistiques qui sortent, et petit à petit, le marché va se dire, ok, oui, mon économie est résiliente, très bien, mais ça commence à taper, le moral de mes investisseurs, le moral de mes entrepreneurs commence un petit peu également à baisser, donc on va y avoir droit. La seule question après, ça sera, ok, quel sera l'ordre de grandeur? Et ça, c'est le marché qui va décider. Pour moi, ce que je continue de regarder, c'est notre 10 ans américain, l'obligataire. Donc si le prix des obligations monte, ça veut dire que les taux d'intérêt baissent. Si le prix des obligations baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt montent. Ça veut dire qu'en gros, si on casse ici par le bas, ça veut dire qu'on joue à la peur que l'inflation ne baisse plus, et donc on pense que la Fed montera ses taux. Moi, je pense qu'elle ne pourra pas les monter bien plus haut, même s'il y a de l'inflation, et qu'on sera obligé d'accepter qu'il y a une inflation un petit peu plus forte pendant X mois, le temps que l'économie ralentisse vraiment, mais que la Fed ne pourra pas monter plus ses taux parce qu'on risquerait là de taper même sur les bons élèves, qui à un moment donné, si vous voulez, il faut éviter de pousser les bons élèves à devoir vendre leurs obligations d'État qui sont en moins-value latente astronomique. Donc en gros, il faut éviter les bank runs, il faut éviter de monter trop les taux qui pousseraient justement à devoir rechercher des liquidités, même en acceptant des moins-values latentes. Donc ça, il va falloir l'éviter. Donc c'est pour ça, je pense que, de toute façon, c'est ce que le marché price, que globalement, on ne montera pas plus les taux, même si l'inflation venait à rebondir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ce serait pour moi du rebond ou de la stagnation qui serait court terme dans ce cycle-là, hein, attention. Après, on peut reparler de l'inflation linéaire pour 2024-2025 si vous voulez, mais voilà, dans ce cycle-là, ça serait un rebond temporaire, et on peut penser que l'inflation continuera de baisser très certainement. Là aussi, ça sera en fonction de où on met le curseur dans ce ralentissement éco, et je n'ai pas la réponse. À ce stade-là, pour moi, il faut encore patienter et avoir des données supplémentaires. La seule réponse que j'ai, c'est que voilà, petit à petit, on est en train d'impacter les chaînes de valeur, et on est en train d'impacter les débuts de chaînes de valeur, et puis ça va faire effet domino au fur et à mesure. Mais tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas négliger également qu'on sort du Covid, qu'on sort de l'exceptionnalité du Covid, et que donc c'est encore plus long, je dirais, qu'un cycle classique, qu'un cycle normal. Et c'est ça, à mon avis, qui surprend les banques centrales. Et la Banque centrale européenne, pour moi, elle est à côté de la plaque, en mode il faut qu'on continue de combattre l'inflation. Là, je pense qu'on est à côté de la plaque, parce que je pense que c'est plus le sujet. L'inflation, à mon avis, n'est plus le sujet. C'est vraiment la croissance, et on va certainement le voir dans les statistiques qui vont arriver ces prochains mois. C'est là où on saura. Mais bon, après, les banques centrales sont dans leur job, et elles sont réactives, elles ne sont pas là pour anticiper. Donc, à aujourd'hui, l'inflation, certes, baisse, mais est toujours collante, toujours trop importante dans le discours. Donc, on ne peut pas se permettre de changer le fusil d'épaule maintenant. Si on se plante, on perdrait encore plus de crédibilité. Donc du coup, dans le discours, je veux dire, c'est tout à fait normal qu'ils soient encore là-dedans. Dans 6 mois, je pense que voilà, on reviendra en arrière et on se dira, bon, voilà, c'était le moment aussi pour la Banque Centrale Européenne de faire son pivot à ce moment-là. Mais voilà, pour l'Europe, il faut se dire également qu'on a un décalage de 4-6 mois, en gros, avec les US. Donc c'est normal que les stats inflation soient un peu plus sticky, etc. Puis on a le phénomène guerre en Ukraine également. Donc ce qui va nous intéresser, voilà, c'est là. On arrive au bout, hein. Donc en gros, le marché va se décider sur ces prochaines semaines pour une raison X ou Y, une stat, un truc, un machin, ce que vous voulez. Mais en gros, soit on va recasser par le bas, ce qui est pour moi le scénario faible à ce stade, mais pas impossible. Mais à ce stade-là, c'est pas celui que je privilégierais. Donc tant qu'on ne casse pas par le bas, on ne privilégie pas le côté inflation, oh mon Dieu, on va continuer de monter les taux, etc. Mais ça peut être un sous-cycle qui peut se passer tout en restant dans la figure large. Le scénario qui est plutôt enclin, c'est si c'était une action, globalement, moi, c'est le genre de truc que j'achète. On a le socle qui a été construit, la congestion, et on va plutôt essayer, en termes de probabilité, de jouer la hausse. Ça veut dire baisse des taux, ça veut dire
Baisse de l'inflation, ça veut dire qu'on joue récession. Alors après, suivant la force de la hausse que l'on aura, c'est là où on mettra le curseur récession, et c'est là où on mettra le curseur, ah tiens, on a des faillites de banque un petit peu plus grosses, un petit peu meilleur élève, et donc c'est pas de la daube, donc ça veut dire que c'est un peu plus sérieux, ou de la faillite dans de l'immobilier, etc. Voilà, en termes d'immobilier également, il y a beaucoup de personnes qui parlent des faillites que l'on a en Suède et en Nouvelle-Zélande, etc., et des prix déjà qui sont en train d'énormément baisser. N'oubliez jamais que en France, on est très bon pour râler, mais on a quand même beaucoup de choses en France qui sont exceptionnelles et qui sont, entre guillemets, uniques au monde, comme les taux fixes par exemple. Donc n'oubliez pas que quand on compare des marchés immobiliers, quand vous prenez la Suède, quand vous prenez la Nouvelle-Zélande, quand vous prenez le Canada, etc., c'est des pays qui ont énormément ou exclusivement un immobilier qui est financé à taux variable. Donc forcément, avec la hausse des taux, c'est normal que ça prend à la gorge et qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui doivent vendre, des entreprises, etc. Donc on a des baisses qui sont beaucoup plus importantes. Les taux fixes, globalement, quand vous avez une population qui a une majorité de taux fixes, bon, certes, oui, vous pouvez avoir des ventes, etc., c'est sûr, il y a un marché comme ça, mais ça fait un effet de socle. Donc, voilà, c'est important de bien comprendre ces différences-là. Et même aux US, hein, il y a eu de plus en plus de prêts à taux fixe, donc on a appris quelque chose des subprimes quand même. Et ensuite, la plupart des gens ont une santé financière qui est bien supérieure à ce qu'elle était au subprime. Donc ça veut dire qu'il faudra une récession soit longue, soit lourde pour vraiment impacter les ménages pour qu'on les oblige à vendre. Qui plus est, aujourd'hui, vous êtes un ménage, la plupart d'entre eux, ils se sont financés potentiellement à taux variable, mais beaucoup à taux fixe, et ils ont eu des taux Covid ou post-Covid. Donc aujourd'hui, quand vous avez les taux à 5 ou 6%, ben, même si vous n'aimez pas votre maison, vous n'allez pas vendre votre maison pour pouvoir en racheter une autre et avoir un prêt qui double ou qui triple. Donc là, évidemment, tout d'un coup, vous trouvez que votre maison actuelle n'est pas si mal que ça, et donc vous gardez le prêt que vous avez là. Donc c'est-à-dire que pour vraiment avoir un impact sur l'immobilier, il faudrait vraiment une récession très dure qui foute à la porte beaucoup de personnes qui ne puissent pas rembourser leur prêt à ce moment-là. Mais il faut bien se dire, voilà, ça veut dire à un moment donné que vous avez besoin d'un ralentissement économique qui est soit très très long dans le temps pour faire des dommages, soit qui à un moment donné voilà, va faire un effet boule de neige. Et donc c'est pour ça qu'on est sur des cycles très longs et que je ne pense pas qu'il faut entrevoir. Il y a de la dégradation, mais pour l'instant, on n'est pas dans des ordres de grandeur, pour moi, qui ressemblent en mode crise. Donc, et on le voit, je veux dire, boursièrement parlant, et pas de panique, hein. Je veux dire, c'est même le contraire, c'est même plutôt, ça a été cette semaine, j'ai trouvé un petit peu de FOMO pour essayer d'aller chercher de la performance. Donc on va y revenir dans les différentes analyses, mais voilà un petit peu où on en est. Donc ici, il faudra casser par le haut, et là, on commencera à se dire que le marché commence à entrevoir récession, donc on fera un petit peu plus attention aux valeurs cycliques, on le voit, les valeurs cycliques, alors après, le marché fait un tri à l'intérieur, hein, mais beaucoup de valeurs cycliques, de toute façon, ont déjà corrigé et ont du mal à rebondir, on le voit. Donc voilà un petit peu pour cet aspect, et donc on attend le sens de sortie, et ça, pour cet été, ça devrait nous donner des indications supplémentaires de tendance par rapport à cet été, par rapport à tout ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année. On va regarder notre CAC 40 classique. Il est où notre CAC 40 classique? Il est là. Notre CAC 40 classique, eh ben, il est coincé. Okay, il est coincé dans une conso à plat. Alors on peut le dessiner de différentes manières. Il y en a certains le dessineront comme ça. Mais peu importe, on est dans la congestion, ici, à très court terme. Et on attend le sens de sortie. Aujourd'hui, on a eu une séance qui est venue chercher la résistance. On a buté sur la résistance. C'est le luxe, hein, essentiellement, qui empêche. Et donc, on est dans l'illusion des indices, mais en sens inverse. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est le luxe qui avait motivé le CAC 40 et puis les autres secteurs qui étaient un petit peu en retrait. Là, les autres secteurs ont pas mal rattrapé sur cette troisième jambe ici. Et le luxe a commencé à ramer, mais était toujours haussier. Et là, on le voit, depuis que le CAC 40 sous-performe finalement le Nasdaq et puis même le CAC 40 mid and small, c'est parce que le luxe est en train de stagner, voire aujourd'hui, il y a eu des premières séances qui potentiellement nous amènent à parler de conso. Alors c'est de la conso à plat à ce sens-là, hein, c'est pas encore si vite, on va y revenir, mais
Voilà un petit peu où on en est. Donc on a la congestion qui est ici. Pour moi, c'est absolument pas baissier, hein, bien entendu. J'anticipe absolument pas la cassure, j'attends, je patiente. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Il y a même, si on veut, il y a des gaps, hein, 7500, 7550, 7000, j'arrondis, mais en gros, il y a encore des gaps. Donc si on veut perforer les 7470 pour aller chercher à nouveau les plus hauts, c'est pas impossible. Je partirai du principe que si on fait ça, ça sera certainement une bonne occasion de prendre des profits, voire de shorter. Mais à ce stade-là, voilà, on est toujours neutre. Il faudra une cassure ici par le bas pour mettre en place la conso. Et même si on met en place la conso et qu'on va chercher 7002, 7150 par exemple, il ne faut pas sous-estimer que l'on reste dans une tendance haussière de moyen terme. Donc il y aura fort à parier qu'on trouvera des acheteurs qui permettront le rebond. Et ce n'est qu'à force de plusieurs rebonds et de temps que l'on sera dans la capacité de pouvoir former une figure de construction qui nous permettra de dire, bon ben là les acheteurs sont en train de s'user et on va pouvoir, si ça casse par le bas, on va pouvoir valider qu'on a notre retournement à la baisse du marché. Mais pas tout de suite, hein. Donc à moins qu'il y ait un cataclysme, un truc, un machin, évidemment. Mais globalement, voilà comment il faut un petit peu le voir. Il va falloir procéder par étapes et ne pas croire que le marché va se casser la gueule d'un coup, d'un seul. Il y aura très certainement toujours des acheteurs qui auront encore de la force pour jouer du rebond, et ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on sera capable de dire, bon ben là on commence vraiment à dégrader. Donc là, à ce stade-là, c'est juste une petite conso intermédiaire de neutralisation, et on attend la sortie. Ça casse par le haut, on part en mode relance haussière, mais comme je vous ai dit, ça sera à mon avis le tipping point. On casse par le bas, bon, ben, on a une conso plus forte qui se met en place, voire correction vers la zone des 7150, 7002, et après il faudra interpréter et voir la suite des choses. Donc voilà un petit peu où on en est sur ça. On va regarder le CAC Mid and Small, je ne le regarde pas souvent, mais là c'est intéressant parce que du coup la configuration n'est pas terrible, mais on a fait un petit peu mieux que le CAC 40, même si ça se voit pas trop sur le graphique. Quand vous tradez un petit peu des petites et mid, vous voyez qu'il y a un certain nombre de configurations qui sont quand même améliorées. Alors après, on reste là aussi dans de la congestion, donc tant que ça ne casse pas par le haut, on n'a pas vraiment un emballement, donc on est très sélectif aussi. Donc on est très neutre, on est comme la semaine dernière, c'est assez neutre, mais on s'est remis en disposition où on se dit, tiens, si on veut, on peut. On peut casser par le haut et on peut essayer d'aller chercher un petit peu un niveau supplémentaire. Donc c'est là où on est. Il y a des valeurs qui sont déjà parties, il y en a qui se mettent à partir. C'est une question ensuite de comment est pondéré le CAC Mid and Small. J'ai pas deep divé là-dedans, mais c'est l'idée. Au niveau de notre Nasdaq, je ne vais pas regarder le Nasdaq Composite, mais le Nasdaq 100. On a enfin une séance de conso qui est en train de revenir en voie chercher la zone des 13003 à peu près. Donc là, ça va être notre zone qui va être intéressante. J'avais ce biseau ascendant éventuellement, avec l'oblique ici qu'on est venu chercher, on a un petit peu dépassé, alors ça se joue à l'épaisseur du trait. Et on a cet autre oblique ici, alors j'aime pas trop les trucs trop pentus, mais à court terme, ça fera l'affaire, et en gros, ça nous met un support à 13002. Donc pour moi, on avait les 13002 et on a les 13003 là qu'on est en train de venir tester dans cette zone-là. Ce n'est qu'en cassant ça par le bas que l'on partirait sur une conso. Mais là aussi, la tendance reste haussière, c'est juste qu'on est monté un petit peu haut, un petit peu fort, etc. Donc on peut très bien, à un moment donné, mettre en place un stop et commencer à dériver un petit peu, à latéraliser, globalement. Mais avant de retourner la tendance à la baisse, il faudra se lever de bonne heure. C'est pas demain la veille. Donc là, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'éventuellement, on a touché un point haut, intermédiaire, final, on ne sait pas. Et ce qu'on attend de voir, avant de parler de dégradation, c'est les niveaux de support. Et pour moi, essentiellement 13002. En repassant sous les 13002, je pense qu'il y aura toujours des acheteurs qui permettront des rebonds, mais on commencera à parler de faiblesse. Pour l'instant, donc, voilà, c'est juste une prise de profit à ce stade-là, qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Mais voilà, c'est petit point de prudence à très court terme. On peut regarder le S&P également, et le S&P, on le voit, bon, il y a certains qui verront potentiellement du diamant, bon c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais la même idée, on va dire, c'est que le Nasdaq surperformait, alors que le S&P fait trop rien depuis déjà 2 mois,
et se maintient, alors qu'il y a quand même Apple qui pèse 7% hein, du S&P. Mais du coup, même chose, je veux dire, on est sous résistance pour l'instant, donc on valide rien, et là on a une séance du coup qui nous remet un petit peu en zone de faiblesse. Mais pas de quoi parler de retournement à la baisse tant que au minimum vous n'allez pas repasser sous les 4000 points. Mais on a marqué, je dirais, cette zone des 4002 comme une grosse zone de résistance, et donc de manière intermédiaire, je veux dire. Après, on est dans des figures étroites, mais après, si vous élargissez, on est dans des figures plus larges. Et donc, même si on casse les figures courtes par le bas pour aller chercher le bas des figures plus larges, on n'aura pas nécessairement encore une tendance. On aura une dégradation, mais ce ne sera pas encore la tendance, puisqu'il faudra casser les figures plus larges par le bas pour, à ce moment-là, vraiment avoir de la tendance, un retournement à la baisse, et à nouveau en mode « ouais, ça y est, c'est parti », etc. Peut-être que ça sera le cas. Et pour l'instant, voilà, il faut procéder par étapes, et on regarde ce qui se passe. En tout cas, cette séance de vendredi, pour moi, elle met un petit bémol sur la prise de profit, de toute façon, et ensuite voir la suite. Au niveau de notre pétrole, on n'a rien. Rien de bien neuf, c'est toujours une tendance qui est baissière sur du court terme, moyen terme. À long terme, c'est haussier tant qu'on va être au-dessus des 60-65 $. Et derrière, on est en train de tester globalement cette zone. Mais on attend. Donc on est toujours dans le biseau, donc il y a toujours du temps. Le seul moment où on s'inquiète un petit peu de l'inflation, c'est si le pétrole nous fait un truc comme ça. Alors si le pétrole nous fait un truc comme ça, on s'inquiétera de l'inflation à très court terme. On se dira, ouais, l'inflation du coup rebondit, etc. Mais pour moi, ça sera la cause de l'amplification de la récession à venir. Et donc à ce moment-là, très rapidement, le marché bifurquera en mode, ok, on s'inquiète que l'inflation ne rebondisse, etc. Mais tout de suite, ouais, mais ça nous impacte la récession, ça va approfondir la récession. Donc je me remets à avoir peur dans mon sujet numéro 1 sur ralentissement économique, récession et inflation, ça passe au second plan pour moi. Donc, très rapidement. Donc voilà un petit peu où on en est. Si on regarde l'or et l'argent, alors c'est là où ça va être très intéressant, c'est-à-dire que si le marché du coup se met à avoir peur, eh ben c'est ça qui va être très intéressant, c'est que je pense que c'est le dollar qui fera refuge, et pas l'or et l'argent. Et l'or et l'argent, justement, en profiteront pour consolider. Donc c'est déjà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Là aussi, pas de remise en cause de la tendance haussière de fond, rien à dire. On fait de la consolidation, on est en train de travailler éventuellement une figure que j'ai mis en hypothèse de travail ici. Donc on attend, on patiente, il n'y a rien de remise en cause à ce stade-là. C'est juste qu'il faut un petit peu consolider. L'argent, lui, il a fait de manière beaucoup plus forte sa conso. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai pas regardé. C'est au prorata également, on était monté très très fort. Après, ne pas oublier que l'argent par rapport à l'or a cette connotation également industrielle. Donc il est également aussi impacté d'un point de vue économique, comme le cuivre peut être impacté. D'ailleurs, ça peut être intéressant sur le cuivre, vous voyez, on casse par le bas. Donc je vous avais dit également, il y a plusieurs semaines de cela, tout le monde applaudit dès demain pour la réouverture de la Chine. N'oublions pas que la Chine n'injecte pas, alors ils injectent pour sauver leur immobilier, etc., mais ils n'ont pas injecté un surplus pour motiver le consommateur. D'une certaine manière, je vous avais dit, ça va être intéressant, on va applaudir la réouverture de la Chine jusqu'à ce qu'on se rende compte et qu'on ait peur à nouveau que ça soit mou. Et donc cette semaine, ça n'a pas loupé, on s'est dit que finalement la réouverture était molle. D'un certain côté, voilà, c'est ça que ça aurait dû être. La réouverture, c'est vous avez un boom, 1-2 mois, paf, puis voilà, ça tombe très rapidement. La problématique, c'est que dans l'Occident, aux États-Unis et en Europe, on a maintenu des aides, des trucs, des machins pendant trop longtemps. Donc on paye les pots cassés après coup, et on a rallongé le cycle, mais vous payez dans le temps. Donc le cuivre, pour moi, voilà, il valide bien ce côté-là. Donc on avait bien anticipé la réouverture, etc. Et là, on valide bien qu'on repasse en mode croissance molle. Donc du coup, ça fait dire évidemment stagflation à beaucoup de gens. C'est en effet un scénario qui peut être plébiscité ces prochains mois, c'est-à-dire une inflation qui stagne ou qui a du mal à baisser, etc. Le temps que la récession réellement arrive
et soit suffisamment grosse pour impacter cette inflation et la faire baisser de plus. Mais voilà, vous pouvez avoir cette sous-vague de stagflation où on a une croissance qui baisse petit à petit mais qui reste molle, mais vous n'avez pas le mode crack, quoi. C'est un truc qui est un petit peu rectiligne. Et pareil pour l'inflation, une inflation qui reste à 4%. 4-5%, et évidemment ça ne sera pas satisfaisant pour quelques mois pour le marché et les autorités. Mais voilà, c'est toute la question, voilà, c'est de se dire, ok, il faut savoir que pendant quelques mois, vous pouvez avoir des rebonds techniques, etc. dans l'inflation, mais est-ce que ça change la tendance de fond? Est-ce que vous relancez la tendance haussière de l'inflation? La réponse est certainement non. Pour autant, est-ce que l'inflation redescendra à 2% sans une récession très forte? La réponse est probablement non. Et est-ce qu'on a besoin, est-ce que les autorités, les banques centrales vont laisser justement une récession lourde se mettre en place? Probablement non. Ils seront obligés de baisser les taux pour supporter. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans ensuite le scénario inflation linéaire où, certes, vous avez une inflation qui a baissé, mais il faut s'attendre à ce qu'elle reste au-dessus de ce qu'on avait connu ces dernières années. Et d'un autre côté, ça arrangera bien tout le monde. Quand on connaît les dettes des États, etc., un petit peu d'inflation, ça aide un petit peu à résorber le schmilblick. Donc voilà un petit peu où on en est, et ce qui sera super important pour la suite également, pour moi, c'est l'euro-dollar. Et donc on le voit, l'euro-dollar est déjà, je vous en avais parlé la semaine dernière, cette semaine, donc on a validé le rebond du dollar. Alors après, ça reste du rebond de court terme, c'est-à-dire qu'on va revenir certainement chercher, je sais pas, la zone des 1,07, quelque chose comme ça. Il y a des figures qui peuvent être plus larges, etc. Donc on ne remet pas en cause pour l'instant la phase de rebond de l'euro, la phase de retournement de l'euro, et donc la faiblesse du dollar. C'est juste qu'on est en train de travailler une figure plus large. Et cette figure-là, c'est sa cassure qui nous permettra de valider la future tendance. Vous cassez par le haut, eh ben, on partira du principe que les banques centrales font le boulot, que l'économie n'est pas partie en récession forte, tout du moins, et que donc on joue véritablement le fait qu'on est dans l'alignement des planètes. Et à ce moment-là, surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis et des émergents, éventuellement. Ou à contrario, on part vraiment en mode les banques centrales se plantent, gardent les taux élevés pendant trop longtemps, et donc on alourdit la récession, et donc à ce moment-là on a peur, on va sur le refuge dollar, et l'euro validera cet aspect-là en cassant la zone des 1,05, 1,04, en gros, en recassant ça par le bas. Et là on validera cet aspect-là, et en mode protection. Sur le dollar. Voilà pour cette vidéo macro. Je vous propose de passer à la vidéo dorénavant action. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, ou à retweeter les messages que je peux poster quand j'en fais la promotion. C'est très apprécié, merci à vous. Et merci d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo également, et de me dire ce que vous en pensez en commentaire du marché, etc. Et de ce que vous privilégiez. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie action.